Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. L'actualité commentée aujourd'hui par Jackie Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Frédéric Fougera, bonjour, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication. Vous êtes également le cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Vous êtes tous les deux communicants, ça tombe bien, on va pouvoir communiquer par les coms. Christine Bouillot est avec nous. Bonjour Christine, journaliste bonjour, Valérie, à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Avec vous, on va parler évidemment, tout le monde, des agriculteurs et vous allez nous raconter un petit peu aussi l'origine de ce mouvement qui est vraiment parti, tout à côté de Toulouse par ces jeunes agriculteurs. Et Thomas Elexhauser, secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour Thomas. Bonjour, merci d'être avec nous. Personne n'a rien vu, donc ne dites rien. Voilà. Hidalgo encore. Voilà, colère des agriculteurs, les blocages se multiplient. Un accident mortel ce matin. Les franchises médicales vont doubler d'ici fin mars. Et puis l'IVG dans la Constitution, beaucoup de débats. Gérard Larcher, lui, s'y oppose. Ce matin, c'était très compliqué pour Monsieur Bellamy de répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur le sujet. On en parlera avec vous dans un instant. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jackie, c'est un coup de cœur pour un livre. Oui, absolument. Alors que va s'ouvrir le procès des... je ne sais pas comment on doit les appeler, les associés du terroriste d'Arnaud Beltrame, le colonel qui a été assassiné à Trèbes. Moi, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par un autre colonel, des associés de l'assassin du colonel Beltrame. Je parlais d'un bouquin d'un autre colonel qu'on voit assez souvent sur les plateaux de télé. Et qui est un vrai soldat qui a écrit tout un tas de bouquins. Et là, c'est le premier à écrire un livre sur la formation des Saint-Cyriens. Et c'est un livre extrêmement intéressant parce que, d'une part, l'ensemble de sa classe d'âge est au pouvoir aujourd'hui, puisque le patron le chef d'état-major des armées, Thierry Burka, est issu de sa promotion. Et il dit, voilà, on a été les derniers à apprendre à faire la guerre contre les Russes. Et ensuite, avec la professionnalisation des armées, eh bien, on est devenu une armée de projection et une armée beaucoup plus restreinte. Donc, il analyse tout ça et puis, il a un regard comme il l'a fait dans tout un tas d'autres livres, puisqu'il a écrit un livre phénoménal sur la place de la France et de l'armée française au Rwanda. Il essaye d'expliquer un peu, voilà, la grande muette, comment ça se passe et comment elle devrait essayer de réformer ce point qui, de son point de vue, doit être remis en cause. Et vraiment, c'est très intéressant, je vous le recommande. Ça s'appelle Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette, et c'est publié chez Flammarion. Très bien. Pardon. Christine, vous vouliez parler d'Amélie Oudéa-Castéra, décidément, on n'en finit pas. Oui, on se demande bien comment ça va s'arrêter, ce feuilletonnage autour depuis sa nomination au ministère de l'Éducation nationale. Rappelons que Amélie Oudéa-Castéra est aussi ministre des Sports, ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques, et que chaque jour on a effectivement son lot d'affaires, ou en tous les cas de nouveautés dans son parcours et dans ce qui en... Alors on va revenir au sujet du sport, puisque il y a une commission d'enquête qui avait été menée au moment elle était encore pas du tout aux manettes du ministère de l'Éducation nationale pour faire on va dire la lumière sur les manquements dans les fédérations sportives concernant les violences sexistes et sexuelles, et ce rapport, sans surprise, pointe des défaillances. Alors moi, je vais faire juste une aparté. C'est un rapport qui n'est pas nouveau, dans le sens où d'ores et déjà, il y avait eu déjà des conclusions qui avaient été apportées par d'autres enquêtes internes pour dire que dans les fédérations sportives, sans surprise, comme dans le reste de la société, évidemment, il y avait des dérives de pression psychologique, d'agression sexuelle, sexiste, etc. Et tout ça n'est pas vraiment neuf. Donc beaucoup avaient ironisé en disant à quoi sert cette commission d'enquête à l'époque, et aujourd'hui donc on tire à boulet rouge effectivement sur la ministre de l'Éducation nationale et des Sports, notamment sur la question de son salaire lorsqu'elle était à la tête de la Fédération française de tennis. Bon, je pense que on s'écarte du sujet quand on parle de ça, parce que le vrai fond du problème c'est l'économie du sport aujourd'hui, et je vais faire court parce que je sais qu'on a des gros dossiers derrière à gérer. C'est bien joli tous ces rapports et ces commissions, mais quelles sont les mises en pratique aujourd'hui dans les fédérations
Et surtout dans les clubs sportifs qui, je le rappelle, fonctionnent à 95% avec des bénévoles et donc avec le bon vouloir des gens. Donc, ok pour faire le ménage dans le milieu sportif, mais par pitié, donner des moyens vrais et entiers au mouvement sportif pour faire les choses comme ils se doivent. Voilà. Mais elle a visiblement taclé ce rapport, non? De ce que j'ai lu. Il y a absolument Valérie. Ouais. Elle, enfin tous les cas, son ministère, parce qu'aujourd'hui, je pense que dès qu'elle ouvre la bouche, ça va être compliqué pour elle. Ouais. De pas avoir un effet boomerang en termes de communication, mais d'autres acteurs du mouvement sportif ou qui l'ont été, l'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, d'autres parlementaires qui avaient lancé Balance ton sport. Hein, c'était une espèce de plateforme dans laquelle les athlètes pouvaient effectivement venir signaler. Je le dis, je le répète, c'est joli, c'est bien, la libération de la parole, mais quelle mise en pratique derrière? Des choses concrètes, oui. Jackie, vous avez suivi cette affaire? J'ai pas trop suivi, mais par contre, vous savez que je suis assez libéral. Oui. Je suis assez choqué par ce niveau de rémunération, déjà parce que dans certaines grosses industries qui sont détenues par l'État, eh bien les salaires des patrons ne sont pas à ce niveau-là. C'est quand même assez dingue. Et puis, je crois me souvenir d'une opération dont j'ai assuré la communication et que vous avez largement relayée parce que vous êtes la radio du sport. La Chambre de commerce et l'INSEP se sont associés pour binommer, pardon du terme qui est pas très joli, des athlètes de haut niveau qui vont participer au JO avec des entrepreneurs qui essaient de voir les valeurs du sport s'instiller dans leur entreprise. Et une des raisons de cette opération, c'est parce que la pauvreté dans le sport de haut niveau est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous avez des championnes de taekwondo, Christine, des handballeurs, tout un tas de gens qui aujourd'hui n'ont pas un rond pour pouvoir devenir des athlètes de premier plan. Et de voir que certaines fédérations qui touchent des subsides publics affichent des niveaux de salaire à ce niveau-là, honnêtement, même pour un libéral, je suis complètement choqué. C'est le cas du sportif français qui a brillé ce week-end dans le ski alpin et qui a du coup par ses exploits cette année eu de belles ressources, mais qui l'année dernière n'avait absolument eu aucun subside de son travail. Juste pour compléter, je suis d'accord, je suis extrêmement choqué du montant de salaire qui a été annoncé pour un poste de directeur général d'une fédération sportive qui malgré tout a un soutien des forces publiques au point de vue local et certainement au point de vue national. Et c'est vrai que j'étais vraiment choqué d'apprendre qu'on pouvait gagner 500 000 € par an en dirigeant une fédération, quand bon nombre de patrons français qui dirigent des entreprises de plusieurs centaines de millions d'euros ne se versent pas ça. Combien de temps il nous reste? Non, juste, puis après on va passer à Thomas et Frédéric. Ce matin, j'ai lu dans le Parisien que le gouvernement donc a décidé de régulariser, de prolonger les autorisations de travail des médecins à diplôme étranger qui étaient menacés de perdre leur poste après avoir échoué à un concours sélectif pour leur permettre de rester. Donc ça veut dire que ces médecins étrangers qui font le boulot aujourd'hui, qui ont passé des concours pour avoir des équivalences, ne les ont pas eu, donc ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas de niveau, eh ben ils vont rester, si j'ai bien compris ce que ça veut dire, c'est pour sécuriser la situation de ces médecins devenus indispensables à notre santé, a déclaré la ministre Catherine Vautrin. Je trouve pas ça ahurissant. C'est un peu comme pour les profs qu'on recrute à 6 sur 20 au CAPES parce qu'on n'a pas de profs. C'est dément. Vous allez à côté, dans notre grand hôpital de Georges Pompidou, vous y allez le dimanche. Bien sûr. Et pour qui a des enfants, vous passez un peu votre vie aux urgences, vous n'avez que des médecins étrangers. Et vous avez raison, il faudrait sans doute regarder ça de plus près, mais s'ils avaient déjà dû tuer quelqu'un, on le saurait quand même. Oui. Parce qu'ils font quand même le boulot. Après, moi j'en ai discuté. Ça veut dire qu'il y a des règles, qu'il y a des lois et que, encore une fois, on s'arrange. Il se trouve que j'en ai parlé avec certains. Et ils me disent, c'est vrai que, pour utiliser une analogie qui est sans doute un peu différente, mais quelqu'un qui va apprendre à conduire à Paris et qui demain repasserait son permis, par exemple, dans le désert, eh bien, il y aurait peut-être que quelques différences. Voilà, donc cette analogie, elle est mauvaise, mais sur certains corpus qui n'ont pas été les leurs, eh bien, parfois, lorsqu'ils passent l'examen, effectivement, ils peuvent échouer. Mais par contre, sur les compétences de base qui ont été évaluées, ils les ont. Pas. Et pour certains, ils les ont si depuis vous disiez qu'on peut conduire sans permis de conduire. C'est-à-dire, on sait conduire, mais on peut. Mais le code, on va échouer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau minimum de compétences pour pouvoir exercer. Et puis après, ils doivent repasser
passer certaines qualifications pour pouvoir être totalement titularisé si j'ai bien tout compris. On pourra réagir. 2000 médecins sans papier, effectivement, c'est ce que disait la boutique, un urgentiste hier. Oui, ils font tourner la boutique et non, ils ne sont pas doublés avec des titulaires. Ils sont parfois tout seuls quand vous allez les voir, quand vous allez aux urgences et autres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Jackie Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, Thomas Alexhauser, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'Eure, et Frédéric Fougerat, président de Tenkan Paris, une agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur. Vous avez également publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. On va évidemment parler de la colère des agriculteurs avec des blocages qui se multiplient avec cet accident tragique ce matin, un accident mortel. Une agricultrice a été tuée après qu'un automobiliste a forcé un barrage. Son mari et sa fille sont dans un état grave. Les franchises médicales vont doubler d'ici fin mars et puis l'IVG dans la Constitution. Gérard Larcher s'y oppose. On continue notre tour de table. Frédéric Fougerat, vous vouliez revenir sur l'interview de Sandrine Rousseau hier chez Jean-Jacques Bourdin. Je vous propose d'écouter cet extrait, un extrait qui fait beaucoup réagir. Il n'y a pas de baisse de la natalité. Si. Depuis l'après-guerre, il y a une baisse de la natalité en France. Depuis l'après-guerre, il y a une baisse de la natalité, mais il n'y a pas une baisse de la natalité depuis l'après-guerre sur la planète. On est 9 milliards, on est près de 9 milliards d'humains sur Terre. Et les pics de prévision démographique disent qu'on pourrait atteindre les 12 milliards. Si on est honnête, la baisse de la natalité, ça fait partie des variables qui, je vais vous dire, et ça va être choquant, mais sont rassurantes en réalité. Ça vous rassure? Aujourd'hui, la baisse de la natalité en France vous rassure? Mais pas en France, dans le monde entier. Non. Bon, et après, il y avait un autre extrait où elle expliquait que la baisse de la natalité était quelque chose de très positif. Frédéric Fougerat, qu'est-ce qui vous a fait réagir? Là, il y a un blanc parce que ça me laisse sans voix, en fait. Alors, ce qui me laisse sans voix, c'est pas le fait qu'elle ait dit chez Jean-Jacques Bourdin que la baisse de la natalité était rassurante, parce qu'elle avait dit le contraire une semaine avant. Enfin, elle avait tweeté le contraire en expliquant que c'était d'ailleurs la faute du gouvernement, une opportunité de plus pour critiquer, même si on n'a rien à dire. Non, en fait, ce qui manque dans votre extrait, c'est qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle était économiste. Oui. Eh ben, moi, je trouve ça très intéressant, mais j'aimerais qu'elle nous fasse profiter de sa science, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu grand-chose venir d'elle qui pouvait nous faire progresser dans ce domaine. Donc voilà, c'est ni un coup de gueule, ni un coup de cœur, c'est un coup de je sais pas quoi. Sandrine Rousseau est économiste, ça serait intéressant qu'elle nous en fasse profiter. Surtout ce que disait Éric Revel hier, c'est lui poser la question de savoir si elle était favorable à la retraite par capitalisation, du coup, parce que... Exactement, c'est la question à poser. C'est la question... Éric, qui est donc docteur en économie, absolument, lui a donné un cours d'économie, mais aussi elle est prof d'économie, effectivement. Oui, mais Ercilia Soudet est prof de français aussi. Je ne sais pas si vous suivez ses tweets. Ça peut arriver de faire des fautes, mais elle en fait quand même pas mal. Mais c'est vrai que oui, en tant qu'économiste, c'est un peu comme les médecins sans diplôme. On a des... C'est la question à poser. D'ailleurs, c'est la question que tous les spécialistes des retraites ont posé pendant la réforme en disant sujet le plus important, bien sûr, c'est de s'interroger sur la baisse de la natalité. Alors après, on peut être pour ou contre, et puis on voit bien chez Sandrine Rousseau ces relents qu'il y a dans l'écologisme de malthusianisme qui existe depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire de contrôle de la démographie, c'est de leur dire, vous êtes pour la retraite à 60 ans, qui repose sur le principe de répartition, et vous ne voyez pas de problème dans la baisse de la natalité. Alors ça, dans la copie du bac, c'est 2,5. C'est-à-dire qu'on revient l'année prochaine, normalement. Mais elle ne voyait pas de problème hier, elle en voyait la semaine dernière. Donc en fait, sa réponse sur les retraites varierait d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, suivant la personne qui l'interviewe et l'humeur du jour. Christine, ça vous l'avez... Oui, pardonnez-moi. Oui, j'ai entendu, mais j'étais aussi, pardonnez-moi, en même temps, en train de les regarder. Agriculteurs. Et sur la déclaration du procureur de Foix à l'instant sur ce qui s'est passé ce matin. On va en parler. Juste une réaction d'un auditeur qui nous dit: Oudéa Castéra, arrêtez la chasse à la femme. Sa rémunération, prenez en compte que la fédération de tennis est la plus riche de toutes les fédérations. Et que dire des rémunérations des footballeurs ou des joueurs de tennis dans ce cas-là aussi, si on va dans ce sens-là.
Vous voulez répondre ? C'est une économie. Alors, c'est pas tellement la rémunération, c'est une négociation. C'est pas ça que moi j'ai soulevé tout à l'heure. C'est ce rapport et cette commission d'enquête qui a été très longue. Je sais pas si vous avez eu le temps de suivre. Moi, je m'y suis intéressée un peu sur les différentes fédérations qui ont été. Mais je le redis et je le répète, on peut laver plus blanc que blanc partout et tout le temps. C'est quels moyens on y met derrière. Cette commission rend son rapport. Voilà, ça entache parce qu'on a parlé de le salaire de la ministre et elle en a parlé. La vidéo, vous pouvez la retrouver en elle-même et elle a expliqué les raisons. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est une fois qu'on a mis ce rapport sur la table, comme beaucoup de rapports, je le rappelle, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on est année olympique. Bon, aujourd'hui, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que c'est tenable pour la ministre de l'Éducation nationale d'être à ce point sous le feu des critiques depuis qu'elle est en poste ? Ça appartient à Gabriel Attal, au président de la République, de décider oui ou non, mais toujours est-il que pour le sport français, ce rapport, ok, très bien, il existe, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, tout simplement. On va commencer à parler des agriculteurs avec vous, Thomas, mais peut-être ça concerne vraiment le dossier, le fond du dossier, votre coup de gueule. Christine nous disait qu'elle était en train de regarder les déclarations du procureur suite à l'accident l'accident, est-ce que c'est un accident ? Est-ce qu'on peut c'est un accident ou c'est quelqu'un qui a forcé volontairement le barrage ? Je vais vous lire, parce qu'on vient de recevoir le communiqué du procureur de la République de Foix, et qui justement dit il paraît nécessaire de mettre un terme à la diffusion et la propagation de rumeurs concernant les circonstances du drame qui s'est produit ce matin à 5h30 sur ce lieu de barrage, donc au niveau du péage de Pamiers, c'est la Nationale 20 qui va en direction de l'Andorre. Donc en l'état actuel des premiers éléments de l'enquête et sous réserve de confirmation, mais on peut, et dit-il, indiquer qu'un véhicule automobile arrivant de Toulouse qui allait vers l'Andorre avec à son bord un couple et une de leurs amies, tous trois de nationalité étrangère, mais ça veut rien dire pour l'instant. Ils ont emprunté cette Nationale 20 malgré le dispositif mis en place pour interdire l'accès. En circulant sur cette double voie, leur véhicule a percuté en pleine nuit, sans éclairage public à proximité, un mur de batte de paille érigé sur la hauteur jusqu'au pont, et alors que ce mur de paille était lui aussi recouvert d'une grande bâche noire, à 5h30 il fait nuit noire. Or était installé derrière ce mur de paille un grand barnum où des manifestants se restauraient. Le véhicule a alors percuté 3 personnes avant de finir sa course contre la remorque d'un tracteur. Ainsi, dit le procureur, et au regard de tous les premiers éléments de l'enquête qui débutent, les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. Donc soyons prudents et patients par rapport à ce qui s'est passé, qui est un drame absolu. C'est certain, cette jeune femme, Alexandra, qui était mère de famille, évidemment, tout le monde ne peut penser à elle et à sa famille, mais pas de surenchère. Les agriculteurs ont levé le barrage à Pamiers. Logique. Ils ont levé Oui, l'émotion est immense, évidemment. C'est une toute petite communauté, les agriculteurs ariégeois. C'est vraiment un. Oui, parce que certains demandent pourquoi il n'y avait pas de force de l'ordre sur place ou d'encadrement, en tout cas, de ce barrage. Alors, il y a sur tous les barrages. Pour tous ceux que j'ai fait depuis une semaine, il y a des forces de sécurité et des forces de police. Sur le barrage de l'A64 au niveau de Carbone, là, donc c'est une autre autoroute, compte tenu de l'incendie du mur de paille qui là a été intentionnel dans la nuit de dimanche à lundi, là ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont mis en place un système de sécurité supplémentaire pour éviter toute intrusion. Mais ce qui s'est passé cette nuit, on attend de voir, mais il n'y a pas pour l'instant d'exaspération de la part d'un automobiliste. Je vais vous raconter hier soir, hier après-midi, j'ai passé la journée à Agen. Toulouse-Agen, en temps ordinaire, c'est 1h05 d'autoroute, j'ai mis 2h40 pour rentrer. Quand vous fermez l'autoroute et que vous avez des centaines de camions de 38 tonnes qui sont obligés de prendre, comme vous, des départementales, ça crée du désordre, ça crée des retards, ça peut créer des tensions. Des exaspérations. Mais pour ce qui s'est passé cette nuit, on va rester prudent. Toujours est-il que là, la colère, à mon avis, va avoir du mal à retomber. Mais la question que pose Véronique, une auditrice, c'est comment est-ce qu'ils ont pu prendre cette route ? C'est-à-dire, il suffit de contourner. Vous savez, si vous avez quelques plots et que la voiture passe en travers des indications, vous avez une voie qui est coupée mais pas l'autre, et vous pouvez passer d'un côté pensant pouvoir circuler. Voilà, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer, évidemment, on va dire dans la fatigue, dans la nuit noire, et ça peut s'expliquer. Après, est-ce que ils ont
pensé ou il y a eu une perte de contrôle ou des choses comme ça. Tout ça, ça reste à déterminer. Mais le caractère intentionnel, le parquet aujourd'hui et à cette heure souligne et précise également que le conducteur n'était pas en état d'alcoolémie. Tous les contrôles sont négatifs. On se retrouve dans un instant et on va parler du fond politique de ce mouvement de colère des agriculteurs, des prises de position aujourd'hui du gouvernement qui tente d'apaiser les choses. Quelle solution? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Évidemment, l'actualité, c'est le mouvement de colère des agriculteurs. Et Thomas Alexazer, vous, votre coup de gueule concerne effectivement ce dossier en particulier, les liens avec Bruxelles. Oui, je me suis déjà exprimé sur Sud Radio à de nombreuses reprises en coup de gueule pour soutenir l'agriculture. Là, les bras m'en tombent. On a un double langage, on a une situation explosive. Ça fait des mois que ça dure. Pascal Canfin, qui est un des leaders du groupe Renaissance au Parlement européen, a soutenu la loi Restauration de la nature qui prévoyait d'engager un gel des surfaces agricoles de 10%, c'est-à-dire de réduire la capacité de production de nos agriculteurs. Et en même temps, on assiste à une explosion des normes. On envoie les préfets secourir, écouter les agriculteurs, mais en même temps, les députés du groupe Renaissance ont soutenu les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande au moment où on veut réduire les surfaces de production de nos agricultures, augmenter les normes. Les agriculteurs sont à bout de nerfs et ça fait des années que ça dure. Et on a Jordan Bardella qui fait le JDTF1 en disant qu'il va les aider, mais qu'a-t-il fait Jordan Bardella à Bruxelles pendant 5 ans? Et donc ce que je ne supporte plus, c'est ce double langage, c'est ce poids que l'on met sur les agriculteurs. On parle beaucoup de la France, du luxe, de LVMH, mais quelle fierté tirons-nous de la production agricole? Nous devrions être extrêmement fiers et avoir une grande cause nationale pour essayer de soutenir ce chantier de l'excellence, ces agriculteurs qui se battent pour notre souveraineté alimentaire. Et bien au contraire, au-delà de ça, on a un double langage, on subit le lobby écolo à Bruxelles et on fait peser sur les agriculteurs une chape de plomb énorme. Voilà. Donc coup de gueule ce matin. Mais peut-être que Jordan Bardella veut justement contrer cette chape, cette domination des agriculteurs, des écolos. Dans ce sens-là, le libre-échange, je ne pense pas qu'il s'est ça fait 5 ans que Jordan Bardella il est à Bruxelles. Moi, je ne connais pas de position ou de texte de loi qu'il a porté à Bruxelles. Ils ont quand même été la première force française au Parlement européen élue en 2019. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais on s'y dirige pour le mois de juin. Qu'ont-ils fait? Quel est leur bilan? Ils sont inexistants. Ils se servent de Bruxelles uniquement pour remplir les caisses à la fin du mois, payer les salariés, les collaborateurs, en user et davantage et en abuser beaucoup. Et voilà ce que le Parlement européen sert au Front National aujourd'hui. Mais quel combat ont-ils mené? Christine? Oui, je rejoins par rapport à ça. Ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à leur corps défendant aussi, parce que ils sont un peu, il y a de la politique derrière ce qui se passe au niveau de la mobilisation agricole, il y a d'abord surtout de la détresse. C'est en tous les cas le boulevard dans lequel tentent de s'engouffrer les oppositions pour récupérer cette colère agricole. Qui est, alors de ce que j'ai vu, parce que ça fait une semaine déjà qu'ils sont sortis dans les rues de Toulouse, c'était il y a pile une semaine et puis ça commençait déjà bien avant, mais de mémoire, j'ai jamais vu. Alors moi j'ai l'impression quand même que les syndicats ont limite été débordés par une base qui n'était pas prête à rentrer à la maison, où s'empilent pêle-mêle des problèmes de rémunération, des problèmes de normes, des problèmes de concurrence déloyale, des problèmes d'accès à l'eau, on va dire de transition liée au réchauffement climatique, parce que chaque territoire a sa problématique. Si vous prenez un producteur dans le Tarn-et-Garonne, il va vous dire moi cette année j'ai trop d'eau, et dans les Pyrénées-Orientales ils sont toujours avec des problèmes de sécheresse, et je suis pas sûr que dans la Drôme les problèmes soient les mêmes, etc., etc. Et donc cet empilement on va dire de décisions contradictoires, 14 normes quand vous voulez vous occuper de vos haies, et en même temps cette volonté de faire une agriculture saine. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs se sentent globalement tous
très seul. La question qu'on peut se poser, en tous les cas l'éclairage qu'on peut apporter, c'est que le mouvement il part du sud-ouest, mais il va faire tache d'huile. Le sud-ouest, particularité, notamment l'Occitanie, c'est un territoire où l'agriculture est essentiellement, enfin une très forte proportion d'agriculture biologique, mais ce sont aussi des territoires avec beaucoup d'élevage, de petits élevages. Et donc, on a le sentiment aujourd'hui d'être loin des décisions de Paris et encore plus de Bruxelles, et que par conséquent, les crises s'enchaînant, que ce soit la MHE, que ce soit la crise de l'eau, que ce soit la grêle, que ce soit, on va dire, les problèmes de normes par rapport au glyphosate, par exemple, tous ces problèmes-là s'empilent, s'enchaînent. Et aujourd'hui, moi, tous les agriculteurs que j'ai rencontrés vous disent, quand vous arrivez dans votre tracteur, à aucun moment vous êtes serein. Et donc, ils attendent qu'une chose, c'est un peu de sérénité et surtout de la visibilité. Stabilité de visibilité, je dirais même. Oui, mais la visibilité, le prix d'aujourd'hui ne sera pas le prix de demain. Et donc, vous pouvez pas travailler. Personne ne peut travailler aujourd'hui. Un avion, quand vous le fabriquez, il est vendu X, et quand vous le livrez, il est toujours au même prix. Ce qui n'est pas le cas du litre de lait ou du morceau de viande. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de com. Là, je m'adresse peut-être aux communicants. On voit qu'il y a une volonté d'apaisement évidemment de la part du gouvernement avec des annonces, mais des annonces avec des déclarations. Mais on a vu Bruno Le Maire, on l'a dit hier. Oui, les agriculteurs ont raison d'être en colère. Un auditeur me dit le gouvernement à Paris soutient les agriculteurs, mais à Bruxelles, leur ami Pascal Canfin promulgue les directives européennes qui détruisent l'agriculture française. Frédéric Fougera. Il y a beaucoup de com', Valérie, vous avez raison, puisque à partir du moment où il y a du bruit, il y a des gens pour exploiter le bruit et donc pour essayer de faire de la communication sur ce sujet. La communication, ça va être aussi celle du Premier ministre, parce que ça va être un peu un baptême du feu, quelque part. Une grande crise comme celle qui se prépare, mais que l'on vit déjà avec les agriculteurs, ça va être une façon pour lui de s'exposer et de voir comment il va s'exprimer, de voir sa capacité d'écoute, sa capacité d'empathie, quelles annonces il va pouvoir faire. Il va certainement pas pouvoir résoudre les problèmes du jour au lendemain ni faire des promesses intenables. Donc il va y avoir une part de communication de sa part. On voit une part de communication forte des oppositions. Christine l'a soulevé, où certains promettent tout ce qui est le plus agréable à entendre, mais pourtant ils n'ont rien fait avec des pouvoirs qui étaient les leurs, notamment en tant que parlementaires. Donc de la communication, il va y en avoir beaucoup. Moi, je voulais revenir sous un autre angle du sujet qui a été très très bien résumé, synthétisé par Christine. Alors, c'est difficile de rajouter, d'avoir de la valeur ajoutée sur ce qu'elle a expliqué, mais je trouve que ce sujet, comme beaucoup, permet en fait de revenir sur une question qu'on ne se pose jamais, c'est dans quelle société on veut vivre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une actualité délicate, difficile, là c'est la détresse d'agriculteurs. C'est quoi leur principal problème en vrai? Enfin, il est très simple à résumer. Ça, ils ne vivent pas bien de leur travail. C'est ça la grosse difficulté. Et une des raisons, c'est aussi la multiplication des normes des injonctions de Bruxelles. Leur invisibilité absolue à pouvoir exercer leur travail. Mais dans quelle société voulons-nous vivre? C'est ça la question que souvent on ne se pose pas. On est toujours d'accord, très globalement d'accord sur les constats. Et puis il y a qu'à Faucon, on a les solutions, mais en réalité on n'est jamais d'accord sur les conséquences du Yaka Faucon. Et c'est ce débat-là que nous n'avons jamais en fait dans notre société. On sait toujours ce que l'on voudrait, et surtout individuellement, mais qu'est-ce que collectivement on est prêt à sacrifier? C'est ça la question, et ça on n'en débat jamais. Donc on évoque les sujets point par point, et jamais avec une vision d'ensemble. Globalement, d'une vision d'ensemble. Thomas, et puis après Jackie. Monsieur évoque le fait que les agriculteurs veulent travailler vivre de leur travail, vivre de son travail. Mais aujourd'hui, c'est d'une complexité absolue, parce que le soutien de la PAC, la France est quand même l'un des premiers bénéficiaires de la PAC avec l'Europe, ils vivent ça de manière terrible, parce que c'est comme si, sans la PAC, ils ne peuvent pas, encore moins, boucler les fins de mois. Donc on est dans une situation extrêmement difficile, sans compter l'inflation, de l'achat des matières premières, des denrées, etc., qui sont de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, je trouve que l'attitude et la position du gouvernement est très complexe, parce que ce que dit votre auditeur et ce que je dis dans mon coup de gueule, c'est la position de Renaissance au Parlement européen. Renaissance, c'est le parti présidentiel qui a imposé des normes supplémentaires. Renaissance et les alliés de gauche qu'ils ont au Parlement ont réussi à faire plier l'industrie automobile avec ce tout à l'électrique qui, je pense, dans quelques années posera de gros problèmes. Et là, veut essayer de faire plier les agriculteurs pour que les agriculteurs européens soient plus vertueux, que le monde est
vertueux. Mais à un moment donné, on ne peut pas se battre face à ce qui se passe au Brésil, où on abat la forêt amazonienne pour faire pousser du soja et que l'on importe derrière en France. On ne peut plus. Aujourd'hui, nous sommes déficitaires sur la balance commerciale de l'agriculture. Nous importons davantage de produits en France que nous en produisons. Mais c'est de la folie. On est dans un pays de fous. Complètement. Ouais. On voit votre colère et vous êtes dans un département où il y a des agriculteurs. Et en plus, quand on attaque l'agriculture, on attaque la ruralité. Parce qu'à un moment donné, quand les gens finiront d'y croire et de se battre, ce sont des dizaines et dizaines de fermes, de villages dans lesquels il n'y aura plus de vie. Absolument. Alors peut-être, attendez, Jackie n'a pas parlé. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de communication. De toute façon, c'est indispensable qu'il y en ait beaucoup, il y en a partout, il y en a dans la guerre. Mais à la différence de ce qui se passe aujourd'hui dans le politique, c'est qu'il n'y a plus de preuve de l'exécution de la mission. Pourquoi je vous parle de la guerre ? Un exemple. Souvenez-vous, lorsque Emmanuel Macron a conduit le grand débat, peut-être que c'était chez Christine, il a discuté à un moment avec un jeune qui était à la tête d'une ferme de produits bio. Et il disait, Monsieur le Président, on s'est engagé dans une démarche bio à 100%. Ça fait 18 mois que nous attendons le versement des aides pour pouvoir mettre en place la politique que nous appelons de nos voeux. 18 mois. Il n'a pas dû sans doute toucher les aides. Donc ça veut dire qu'on fait des annonces et derrière, personne suit l'exécution de la mission. Regardez, le général Georges Lain, quand le président Macron lui a demandé de délivrer en 2024 Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, elle a été livrée. Deuxième point, c'est que le politique, en termes de communication, il doit attacher de l'importance aux signaux faibles. Ça fait plusieurs mois que les organisations représentatives et que les agriculteurs sur le terrain leur disent on retourne les panneaux parce que la négociation autour de la suppression des aides sur le gazole non routier est intolérable pour eux. C'est trop difficile. Tiens, c'est marrant. Le gasoil, l'essence, c'est exactement ce qui a foutu le feu au mouvement des Gilets jaunes. On a envie de dire, bon, les gars, ça vous suffit pas une fois ? Voilà, donc il faut qu'ils observent tout ça. Et ça, c'est une certaine preuve d'incompétence contre lesquels on ne peut pas mettre en face trop de communication. On va y revenir dans un instant. Le préfet, apparemment, Christine, dit que le conducteur avait conscience de forcer le barrage, vu le dispositif qui était en place. Donc il y a un petit bémol. Alors quand il force le barrage, c'est qu'il rentre sur la double voie. C'est plus tard qu'il n'y a pas visiblement l'intention. Mais bon, on verra. On va voir c'est ce que dit le communiqué de presse. Vous avez raison. Envoyé, je ne sais pas d'où sort effectivement la conscience, mais le véhicule a percuté 3 personnes et il dit ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. Voilà. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour et nous continuons de parler des agriculteurs avec ce terrible drame ce matin d'une femme tuée et son mari et sa fille dans un état très très grave à l'hôpital. On parle de la colère des agriculteurs et on vous a entendu, Thomas Leixhauser, puisque vous êtes sur le terrain, que vous les croisez, vous les rencontrez. C'est Christine qui voulait réagir tout à l'heure à ce que disait Jackie ou est-ce que disait Frédéric, je crois. Oui, mais ce qu'on disait un peu tous, l'exercice du gouvernement aujourd'hui est extrêmement compliqué. Honnêtement, comme les sujets sont multiples et variés, admettons qu'on annonce une simplification des normes, ça ne suffira pas. On parlait du gasoil, des normes qui avaient peut-être parfois mis le feu aux poudres effectivement dans le monde agricole. Il suffisait qu'on rétablisse la question des taxations autour du GNR et puis effectivement chacun rentrer dans ses exploitations. Aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment d'abandon. C'est-à-dire qu'on est passé en 2020 d'une nation qui a eu tout d'un coup conscience de son agriculture de proximité pour la nourrir pendant qu'on était enfermé chez nous. Donc tout le monde était ravi d'avoir un agriculteur près de chez lui. Moi, hier, on m'a parlé, par exemple, du ras-le-bol des néo-ruraux qui s'installent parce qu'ils n'en peuvent plus et qui viennent dire à un agriculteur qui est obligé de mettre ses produits à certaines heures en fonction de la telle force du vent, donc il est normé là-dessus, à qui on vient dire c'est inadmissible ce que vous faites et il y a une main courante déposée à la gendarmerie. Donc tout ça, c'est cet agribashing en permanence. Et ce qui est assez paradoxal, je trouve, c'est que on oppose souvent écologistes et agriculteurs, alors que très souvent ils disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que ils vont à peu près dans le même sens.
quand on parle de préservation ou d'accès à l'eau, c'est un bien commun, mais en tous les cas, c'est un bien commun que défendent les deux parties. Donc en fait, là aujourd'hui, il y a une guerre politique qui s'ouvre parce qu'il y a des élections européennes. Tout le monde s'engouffre, et en particulier le Rassemblement national, qui a mis la main quand même, il faut le dire, sur les territoires ruraux pour pouvoir récupérer cet électorat du mécontentement. On tape sur Bruxelles à boulet rouge parce que c'est assez loin, c'est assez complexe, on n'y comprend pas grand-chose. Mais si on regarde entre les lignes, tout n'est pas très clair non plus pour ceux qui, aujourd'hui, tapent sur Bruxelles. Donc comment les normes, c'est assez incontestable. Je voyais hier sur LCI un expert qui détaillait 167 pages de règlements pour élever des poules en cage, 14 réglementations différentes pour tailler une haie. C'est la aussi la surtransposition française. Aussi. Oui, voilà, c'est aussi ça le problème, c'est que on ne se limite pas aux règles européennes, c'est qu'on rajoute des règles françaises. Et c'est là où les agriculteurs poussent ce coup de gueule, c'est parce qu'ils sont à bout de la tolérance. Alors, oui, mais on arrive dans des situations ubuesques, et vous vouliez revenir là-dessus, Frédéric Fougera, c'est-à-dire qu'on importe aujourd'hui aussi des produits qui, eux, ne sont pas soumis aux normes qu'on nous impose. Vous avez raison, Valérie. Là, on est dans l'absurdité la plus totale. Personne ne peut ni comprendre ni accepter qu'on impose à nos agriculteurs des normes qu'il faut certainement revoir, simplifier, faciliter, et en même temps permettre qu'on importe des produits qui ne sont pas soumis à ces normes. Mais ça me permet de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. La question qu'on ne se pose pas, c'est dans quelle société nous voulons vivre. Je vais vous prendre un exemple agricole de très loin de chez nous, en Australie. En Australie, il y a une norme qui, pour protéger les producteurs de bananes, interdit l'importation de bananes. Ouais. Eh bien, une année, j'étais en Australie et la météo avait fait que toute la production de bananes était anéantie en Australie. Eh bien, les Australiens ont accepté pendant un an de ne pas manger de bananes. Bon, est-ce que nous sommes d'accord d'accepter ce type de situation parce qu'une norme pour protéger quelqu'un, finalement, va nous empêcher de consommer quelque chose qu'on a envie de consommer? C'est dans quelle société nous voulons vivre, et il faudrait aligner la cohérence, mais sur tous les sujets, à commencer par nous, les consommateurs aussi. Ouais. Parce qu'on est directement responsable, quelque part, pas forcément de la complexité de ces normes, mais des conséquences de ces normes. Comment ça va ou peut évoluer, Christine Bouillot, vous qui êtes sur le terrain? Encore une fois, on rappelle que c'est parti des jeunes agriculteurs de Toulouse. Oui, avec une figure locale qui s'appelle Jérôme Baye. Donc il faut toujours une figure et un leader qui a perdu son père, qui a retrouvé son père, qui s'est tiré une balle dans la terre dans sa ferme. Et donc, comme il dit, il n'a plus rien à perdre. Il est éleveur dans le Comminges. Et le Comminges, c'est une terre agricole au pied des Pyrénées où vous faites essentiellement de l'élevage, soit céréalière, soit de bovins, à la fois pour la filière lait et la filière viande. Pour l'instant, de ce que l'on voit, c'est que personne ne relâche la pression, bien au contraire. Là, donc les principaux axes qui va poser problème, c'est les principaux axes routiers. Alors toujours des rassemblements très encadrés, très autorisés, aucune intervention des forces de l'ordre, mais qui sécurisent les lieux, même si cette nuit, effectivement, il y a eu ce drame terrible. Ils vont s'attaquer aussi aux plateformes de distribution, parce qu'on n'a pas parlé du rôle de la grande distribution et de l'agroalimentaire aussi dans le prix payé aux producteurs, donc tout ça c'est important, mais beaucoup disent qu'ils souhaitent monter sur Paris, mais surtout faire un grand rassemblement européen du côté de Bruxelles. Donc je pense pas que dans les 48 heures on soit dans un essoufflement, bien au contraire, du mouvement de ces agriculteurs en colère et désespérés. Oui, ils ne vont pas lâcher comme ça avec quelques promesses. Après, il y a un sujet qui est très important, c'est d'en revenir à la base. C'est de se dire, l'agriculture est quand même extrêmement subventionnée. Et pour assurer la transition vers le modèle qu'on souhaite, qui est un modèle qui est plutôt valeureux, et je pense que les agriculteurs ont montré leur bonne volonté pour aller vers un modèle plus vert. Tous les économistes vous le disent. Il faut de l'argent pour pouvoir rembourser un peu les perdants. Quand on passe à une agriculture verte, ça va être plus cher et il faut permettre aux agriculteurs de vivre. Sauf que dans un État qui est surendetté, où on ne veut pas parler de dette publique, où l'État va être obligé de chercher des économies partout pour pouvoir rentrer dans les critères de Maastricht, eh bien, au lieu de payer au bout de 6 mois, on va payer au bout de 24 mois. On va faire des pyramides de Ponzi à partir de subventions et d'argent public. Et si jamais on ne règle pas ce problème de dette publique qui est énorme, on ne pourra pas transitionner notre agriculture, mais transitionner aussi notre modèle énergétique. Thomas, le sujet, c'est pas l'argent, surtout. Non.
Le sujet, c'est l'équité. C'est quand même un problème d'argent. Oui, mais les agriculteurs ne demandent pas. Mais ils veulent vivre de leur travail. Ils ne demandent pas des chèques. Là, on nous a annoncé que le projet de loi allait être repoussé de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et par miracle, on nous annonce que d'ici vendredi, va sortir des solutions à la crise. Bon, donc on va voir quelles vont être les solutions à la crise. Mais si les solutions, c'est des chèques, je pense que c'est pas la réponse. La réponse, c'est d'arrêter la surtransposition des normes entre la France et l'Europe, d'arrêter l'inéquité au sein même des pays de l'Union européenne sur comment l'agriculture est traitée dans chacun des pays au sein même de l'Union européenne et de la zone euro, et l'inéquité avec le reste du monde. Et déjà, si on pouvait au moins se poser posément et aborder ce sujet-là, je pense que la crise va durer, parce qu'elle va durer jusqu'au salon de l'agriculture, et que forcément au salon de l'agriculture, il va falloir que le président il ait fait quelque chose, sinon ça va être un pugilat pour lui. Et je pense que le chèque n'est pas la solution. Oui. Je me permets, monsieur, de réagir. C'est quand même quand on met en place une politique agricole commune, c'est un chèque gigantesque. Mais bien sûr. Quand on met en place, la France est le premier bénéficiaire. Quand on met en place une loi Egalim, qui est très très bien, pour dire aux grands distributeurs, vous êtes puissants, vous y allez un peu fort. Il faut laisser les agriculteurs un peu. C'est un chèque d'une manière ou d'une autre. L'argent, partout, est stratégique, que ce soit dans l'éducation, dans l'armée, dans l'agriculture. Il faut trouver les moyens que l'État accompagne cette transition, et c'est pas eux tout seuls dans leur petite agriculture. Mais ce que les agriculteurs dénoncent, ce sont ces normes. Alors mais c'est quoi la solution? La France n'a pas, la France n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller... Un moratoire déjà, et c'est la solution, c'est que le groupe Renaissance à Bruxelles ne rajoute pas des normes aux normes des agriculteurs français qui n'en peuvent plus, pour avoir le Premier ministre qui va dire que c'est n'importe quoi d'avoir autant de normes, alors que c'est qu'enfin qui a voulu en rajouter s'il n'y avait pas eu le combat des députés de la droite et du centre. Oui. Frédéric. Valérie, pour répondre à votre question, que va devenir ce mouvement, on a évoqué le salon de l'agriculture, ça va être effectivement, c'est dans un mois, ça va être un temps fort à la fois politique et de communication. Mais c'est dans un mois. Et c'est dans un mois, et donc que va-t-il se passer dans un mois? Et il faut qu'il se passe quelque chose d'ici un mois, sinon là ça va être une caisse de résonance qui va être très forte. Christine? Moi, je voudrais juste dire aussi, ça questionne aussi nous, les citoyens, et tout le modèle économique aujourd'hui. Frédéric disait quelle France, enfin, quel modèle économique nous voulons. Quel est le modèle économique aujourd'hui qui fonctionne et qui paye ses salariés? Parce que c'est ça qu'avec des subventions. Aucun aujourd'hui. Donc ça veut dire peut-être également quand il y a quand je parle de double langage, quand vous avez donc une force publique et politique qui dit il faut à tout prix redonner du pouvoir d'achat aux Français parce que l'alimentation et l'inflation lui coûtent trop cher. Ça veut dire que on n'est pas prêt collectivement à payer une alimentation française qui est extrêmement de qualité, enfin qui est de très bonne qualité, mais plus cher que ce qu'elle ne vaut vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut aussi revoir les salaires derrière. Donc il y a toute une question économique. Donc exactement. Il y a un modèle économique, Christine, vous avez totalement raison, qui est complètement, qui marche à l'envers en réalité. Et donc est-ce que nous collectivement on est prêt à payer plus cher une alimentation? Il suffit de regarder le succès des hyper pas chers, sur lesquels le poulet aujourd'hui, 20% ou 30% du poulet qui est livré en cantine vient d'Ukraine, parce qu'il faut écouler les stocks en Ukraine, et il est 50% moins cher que le poulet français. Donc tout ceci aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat du consommateur. Si demain tous les consommateurs se détournent collectivement, si 67 millions de Français se détournent des produits étrangers, je pense que le rapport de force sera effectivement différent. Oui, mais vous avez le mouvement de Nicolas Chaban, c'est qui le patron, qui a réussi tout de même à imposer des produits français avec une juste rémunération, et c'est un succès. Je veux dire, ça fait des années qu'il a lancé ça. Les Français, ils ont des vrais problèmes de fin de mois, et ces problèmes de fin de mois, il faut véritablement les voir. C'est un problème, c'est une équation économique qui est généralisée et qui est extrêmement complexe, mais en tout cas, quand on dit dans quel modèle de société on veut s'alimenter, c'est la base. Et revoir ça. Regardez, je prends un exemple. Quand le président de la République dit on peut rajouter 50 centimes à une boîte de médicaments, etc. Tout le monde s'offusque en disant comment il peut dire ça? Non mais ok, c'est vrai. Je veux dire, moi j'ai 600 boîtes de Doliprane dans ma pharmacie, dont la moitié va aller à la poubelle. Aujourd'hui, on continue, et on va peut-être en parler tout à l'heure, on continue de financer le Space-Fonds alors que ça ne sert à rien. Oui, c'est un modèle économique général. Il faut retrouver des marges de manœuvre financières pour que l'agriculture, qui est stratégique dans notre pays, soit remis au centre du modèle de société qu'on veut. On se retrouve dans un instant, on va en parler de cette franchise médicale qui va doubler. C'est à suivre sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi, on va parler des franchises médicales sur les médicaments, mais juste une information, la coordination rurale va être reçue à Matignon à 13h et par le ministre de l'Agriculture à 17h. Ils estimaient avoir été maltraités, en tout cas pas entendus, donc visiblement c'est un geste important. Oui, mais bon, quand on reçoit les syndicats, on reçoit les principaux, la FO, la CGT. C'est le deuxième syndicat. Pourquoi ne recevoir que la FNSEA, les jeunes agris? En effet, c'est bien que ça ait été rectifié, mais ça aurait peut-être dû être le cas dès le départ. Dès le départ, CGT, FO, CFDT sont reçus à la même enseigne. Bien sûr. Franchise médicale sur les médicaments, la somme à la charge du patient va passer de 50 centimes à 1 euro. Ce sera à partir du printemps. Donc, quand on payera une boîte de médicaments ou des actes paramédicaux, eh bien, la franchise va doubler. Il faut remplir les caisses de l'État. Donc, 1 euro non remboursé sur chaque boîte de médicaments au lieu de 50 centimes. C'est les comptes de la Sécu qui se dégradent. J'ai lu plusieurs commentaires hier qui disent on préfère faire payer les Français plutôt que de faire la chasse aux fraudeurs qui rapporteraient de l'argent. En tout cas, rien du tout. Je sais pas, oui. Non, mais les gens, ils vont encore pouvoir certains s'exciter sur les réseaux sociaux. Ils font comme moi, ils ouvrent leur pharmacie. On a déjà été. Comment ça se passe à l'étranger? On va dans une pharmacie, on dit OK, pendant 6 jours, 2 pilules, OK, je vous donne 12 machins. Absolument. Donc vous dites tiens, je te donne 5 boîtes, encore pour la pourquoi on n'a pas adopté ça? Pourquoi on l'a pas mis en place? Mais Valérie, moi, mon papa, qui est un sapeur-pompier remarquable, qui a sauvé des centaines de vies dans sa vie, quand un jour il est arrivé à la campagne et qu'on lui a dit eh bien, tes toilettes sont nettoyées par de l'eau potable, il a débranché le tuyau, il a tiré un tuyau d'eau agricole, il a dit moi, je mets pas d'eau potable dans les toilettes, je mets de l'eau agricole. On n'est pas capable de mettre autre chose que de l'eau potable dans les toilettes des Français. Voilà, en France, on est comme ça. On est toujours en train de se plaindre et quand on regarde dans les détails, il y a des choses qui sont scandaleuses. Et les agriculteurs vous l'ont dit. Ils vous ont dit, dans une laiterie, le petit lait, on peut en faire de l'eau potable. Eh ben non, on peut pas réutiliser. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants chaque année. Voilà. Eh bien, on n'a plus d'argent dans la sécurité sociale. On a besoin de faire des économies. Les mutuelles pour les retraités et les plus pauvres, les prix vont exploser. Et à un moment, il faut qu'on régule le coût de cette protection sociale qui est gigantesque pour conserver notre modèle. Ils augmentent le prix. Eh bien, si jamais on descendait tous... Tout à l'heure, Christine disait on pourrait changer notre consommation. Déjà, si on pouvait aller voir notre pharmacien en disant j'ai besoin de 16 cachets, je n'aurais que 16 cachets et redonner nos boîtes. Vous voyez, moi, je donne une idée, un mouvement spontané. À chaque fois qu'on va à la pharmacie, on ouvre la boîte, on prend les pilules qu'il nous faut et on rend au pharmacien en disant c'est mon acte citoyen, je vous rends les médicaments dont je n'ai pas besoin et on aura réglé une partie du déficit de la Sécu. Président de la République a donc donné son accord. Écoutez, je vais vous demander de commenter. On consomme trop de médecine, a-t-il dit. Bon, mais il n'y a pas d'argent magique. Quand ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est le contribuable qui le paye. Quand je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour des forfaits téléphoniques, se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro sur la boîte de médicaments, je n'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible. Je trouve la comparaison un peu étonnante, même si je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait conscience de ce qu'on consomme et de ce du fait qu'en France, effectivement, on cotise à la sécurité sociale, mais qu'on a aussi la chance d'avoir une médecine qui est accessible à tous aujourd'hui. Frédéric Fougera sur très mal à l'aise avec la communication du président qui assurément ne peut lui valoir que des critiques, même si sur le fond il a totalement raison. On est prêt à payer des dizaines d'euros pour une plateforme de télé, voire pour plusieurs. Mais en termes de com, c'est pas génial. Et totalement d'accord avec Jackie. Il y a tellement de pays où les médicaments sont distribués à l'unité, c'est-à-dire aux besoins et non pas à la boîte. Et quand le président de la République dit on consomme trop de médicaments, je sais pas si on consomme trop de médicaments. En tout cas, on achète trop de médicaments puisque on en achète bien au-delà de nos besoins pour les stocker puis ensuite pour les jeter. Alors, il faut quand même préciser aussi que ça ne concernera pas les personnes qui ont des affections de longue durée. Oui, ni les femmes enceintes, ni les mineurs. Voilà.
exactement, et que le plafond annuel, lui, est maintenu à 50 €. Donc, parce que si on avait baissé ce plafond à 30 €, là, effectivement, on aurait pu hurler. Bon, c'est sans doute la fin des cadeaux, la fin du quoi qu'il en coûte. Tout augmente en espace de quelques jours entre l'électricité. Pour l'instant, on touche du bois sur le prix des carburants, ça baisse. Mais si vous voulez, par exemple, changer votre véhicule, les primes, c'est devenu beaucoup plus compliqué quand vous êtes dans la classe moyenne du milieu. Donc, on voit bien qu'on est dans une économie aujourd'hui où on cherche absolument à préserver les comptes publics et à maintenir une note à peu près correcte pour l'endettement de la France. Oui. Thomas, sur ce doublement, on peut comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue sur le gaspillage invraisemblable, peut-être lié aussi à un lobby de l'industrie pharmaceutique dans ce pays qui est très puissant. Sur le doublement, je pense qu'on est tous capables de faire des efforts. Mais à un moment donné, il faut être vigilant sur le coût de la santé aujourd'hui. Le coût des mutuelles explose. Absolument. Avec une couverture qui est de plus en plus décevante et qui est en fort recul. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a aussi énormément d'abus dans tous les sens vis-à-vis de prestations de santé qui sont facturées, de multiplication des cartes vitales, etc., etc., etc. Et donc, je pense que sur les dépenses sociales, il y aurait un énorme travail à faire sur une réduction des abus avant de vouloir faire payer davantage aux contribuables la santé. La santé, on pourrait demander, à Christine, est-ce que les agriculteurs râlent sur le coût de la santé ? Non, ils râlent pas sur le coût de la santé. Et pourquoi ils râlent pas sur le coût de la santé ? Parce que les agriculteurs, ils ont des animaux. Et quand ils vont chez le véto et qu'ils ont fait une échographie à une vache, ils reçoivent une facture. Et ils se disent... Ça coûte 700 balles pour faire une échographie à ma vache, mais par contre, moi, quand je fais une échographie, ça me coûte 0 francs, 0 centimes. Donc, ils ont une conscience de ce que coûte la santé. Les gens qui ont des chiens et des chats, ils savent ce que ça coûte un chien ou un chat. Ils savent que d'aller chez le veto, ça coûte plus cher que d'aller chez le médecin. Mais complètement, parce que la santé, ça a un véritable coût. Donc, à un moment, on augmente ce prix-là, mais c'est surtout, il faut tout revoir. De temps en temps, on nous dit, c'est l'été, il n'y a personne dans les urgences, on va prendre un médecin et il est facturé 5 000 € par jour. Et vous allez voir votre généraliste qui vous dit, moi, je suis payé 23 à 25 € la consultation et j'en enchaîne 60 dans la journée. Bon, c'est à vous ou à moi de régler ces trucs-là ? Non, il n'y arrive pas. Il est où le problème ? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que les Français, au bout d'un moment, quand ils s'aperçoivent que personne ne trouve de solution et qu'ils en ont vraiment marre, là, par contre, je sais comment ils votent. Christine. La vraie difficulté, ça va être l'augmentation du coût des mutuelles. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio dans les différentes émissions. C'est aussi là. Là, on parle du bien commun de l'assurance maladie. D'augmenter la franchise, c'est pour essayer de préserver, de combler le trou de la sécurité sociale. Depuis que je suis née, j'entends parler du trou de la sécurité sociale qui est jamais comblé. Mais celui qui va véritablement impacter le portefeuille, on va dire des ménages, c'est le coût des mutuelles qui lui est reparti et va repartir à la hausse avec des remboursements qui seront de plus en plus pointilleux, ça c'est certain. Moi j'ai le communiqué de la Fédération nationale de la mutualité française sous les yeux, j'ai regardé avant de venir et la discussion qui s'est engagée avec la Sécu, avec les ARS au moment du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les mutuelles disent, bon déjà on est d'accord, il faudrait arrêter de rembourser les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant. Ils disent, partageons les informations entre l'assurance maladie et les complémentaires pour mieux gérer le risque et lutter plus efficacement contre la fraude. Vous l'avez dit, les gens vieillissent, ils ont des maladies qui sont chroniques et tout ça, il faut pouvoir partager les informations pour apporter des véritables solutions. La FNMF, je ne sais plus comment on dit l'acronyme, vous dit que ça n'est même pas fait. Bon, eh bien, tant que ces choses-là ne sont pas faites... Il y avait un chiffre hier sur la fraude sociale. Il y a 67 millions d'habitants en France, il y a 75,3 millions de bénéficiaires de l'assurance maladie. Ça veut dire qu'il y a 8,2 millions de bénéficiaires qui ne devraient pas bénéficier de la sécurité sociale, si on commençais par ça aussi. Enfin, si on s'attaquait aussi à ça. À tous les sujets, à tous les sujets qui amènent à cette situation, c'est certain. Jaffy a lancé une proposition, moi j'en lancerai une autre, c'est celle de la référence au quotient familial. On accepte le principe du quotient familial pour la cantine des enfants, pour les centres des loisirs. Je pense, et je me mets dedans, quand on a un certain confort de vie et de revenus, est-ce que c'est normal de payer 0 centime quand votre médecin vous prescrit du Doliprane ? Moi je paye
à la pharmacie et je ne demande pas à être remboursé. Mais je pense qu'on pourrait appliquer ça sur un certain nombre de médicaments, pas nécessairement sur tous les soins, sur tous les médicaments, mais cette application, ça serait une juste mesure et aussi une mesure de solidarité vis-à-vis de ceux qui en ont vraiment besoin, qu'on leur paye leurs médicaments, et puis une mesure d'économie aussi pour les finances de l'État. Et rappelons qu'on a rajouté une année de médecine pour les futurs généralistes, donc ils seront à bac plus 10 et aujourd'hui ils sont payés 26,50 € la consultation. Et une infirmière qui vient chez vous, c'est 10 €. 10 €, c'est arrivé à quelqu'un qui travaillait à Sud Radio qui était absolument effaré non, 5 €, je crois. Non, 10 €, 10 €. 10 €. Je vois à l'instant les agriculteurs en colère à Agen disent on va faire tomber les grilles de la préfecture et ils veulent faire tomber les grilles de toutes les préfectures de France. À suivre. Christine, on compte sur vous. Vous êtes notre vigie. Merci à vous. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant. Non, on se retrouve pas du tout dans un instant. C'est fini pour aujourd'hui. C'est André Berkoff qui arrive et nous demain. Bonne journée sur Sud Radio.